Allez, je vous propose de débuter. Donc, bon, vous le savez, donc, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc, le CES, donc le Consumer Electronics Show, se passe tous les ans en fait à Vegas. Donc, c'était la 51e, je crois, en fait, édition cette année, puisque c'était les 50 ans l'an dernier. Et le principe en fait de ce salon, c'est essayer, enfin c'est en fait un grand salon où on montre en fait un peu ce qui est le plus avancé en fait en termes de technologie. Donc c'est là où on a vu les premiers magnétoscopes, les premiers, en fait, le Walkman Sony, en fait, la première fois que ça a été présenté, c'était au CES, bon, il y a quelques années, en fait, dans les années 70. Et donc du coup, ce que l'on voit en fait aujourd'hui au CES préfigure finalement les produits qu'on aura en fait à disposition chez nous. Allez, maintenant les périodes de généralisation de produits, elles sont plus courtes, mais globalement, vous allez voir, en fait, je vais essayer d'illustrer ça par quelques petits exemples. Mais dans les 18 à 24 mois, ce sera des produits qu'on trouvera dans les magasins et qu'on pourra acquérir. Voilà. Et la particularité, c'est que de plus en plus, ce salon se couvre aussi, pas uniquement le grand public, mais le secteur des entreprises. Ce qui explique aussi en fait, notre présence, nous, en fait, l'Inagora, avec l'Into, puisque, et vous le verrez sur les photos du stand, on y va là-bas en tant que l'Into et pas en tant que la société l'Inagora, puisque ce qu'on présente, c'est un produit, parce que présenter en fait du software au CES, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque les gens viennent voir des produits et l'innovation sous forme de choses palpables. Bon, voilà. Mais vous allez voir que les couches logicielles, forcément, sont de plus en plus importantes, y compris dans les produits que je vais vous présenter juste après. Alors, la photo, alors peut-être... c'est peut-être meilleur en fait sur le support que je vous ai envoyé. Alors peut-être que c'est moi qui ai réduit un peu les images, mais donc on a cette fois-ci, cette année, on a testé le vol direct, puisque c'est la première fois en fait. D'habitude, on fait un stop soit Atlanta, New York. Donc là, on a fait directement Paris, Las Vegas. Et on a eu, enfin moi j'ai eu une chance exceptionnelle, pourtant j'ai beaucoup volé, vous le savez, dans ma vie, mais en fait c'est la première fois que je passais au-dessus du Groenland, et en fait avec des images en fait magnifiques. Donc vraiment une lumière, et c'était vraiment un super spectacle, et donc ça m'a mis moi en fait dans la pêche tout de suite pour commencer le CES, voilà. Sachant en plus qu'on avait la connexion Wi-Fi dans l'avion, donc j'ai pu partager les photos en fait en direct, ce qui était quand même assez sympa avec le sol. Voilà. Bon, pour ceux qui voudront le petit clin d'œil, je pourrais vous montrer les photos, mais c'était quelque chose assez exceptionnel de pouvoir voir en fait cette étendue de glace et de montagne avec cette lumière, quoi. Voilà. Alors, globalement, vous allez voir, si vous avez regardé un peu l'actualité, les résumés du CES, il y a toujours en fait des choses qui se dégagent. Donc moi, ce que je retiens en fait de ces CES, c'est 5 grandes tendances. La première chose, en fait, ça touche en fait à quelque chose qui est forcément un peu plus invisible, mais les réseaux, et en particulier la 5G. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que finalement, avant moi le CES, la 5G pour moi c'était un plus gros tuyau. Et en fait, finalement, la 5G c'est autre chose. C'est bien sûr de meilleurs débits et de meilleurs volumes de transfert. Mais avec l'avènement en fait, des objets connectés, ce que font les opérateurs aujourd'hui, c'est d'assurer une résilience très forte en fait, des réseaux. Pourquoi? Parce que en fait, finalement, par exemple, tous les devices qui sont connectés dans l'entreprise aujourd'hui sont protégés par un firewall, donc des éléments de sécurité. Mais demain, en fait, finalement, les drones, les voitures autonomes, tout ça qui vont avoir, en fait, qui vont être adressés directement via le réseau. Donc ça veut dire que d'un point de vue protocolaire, on est obligé de rajouter en fait des couches de sécurité et d'ajouter en fait de la résilience, en fait de la très haute disponibilité. Imaginez qu'en fait une voiture autonome, à un moment donné, elle perde le réseau, ça nous posera problème. Donc effectivement, moi j'avais pas forcément en fait cette vision-là en fait de ce qu'allait apporter la 5G, et c'est pour ça que un des gros morceaux aujourd'hui, puisque vous allez le voir, on parle beaucoup de devices en fait connectés, d'IA, d'interconnexion de systèmes. Ça se fait en fait avec des réseaux, ils sont de moins en moins filaires, on a besoin en fait de mobilité, et donc ça passe effectivement par la 5G. Et pour moi, ça a été en fait la première révélation. Je ne l'avais pas forcément senti jusqu'à présent, mais c'est un élément qui va être essentiel. Donc, et ça va arriver. Donc, les opérateurs sont prêts, il y a des zones d'expérimentation, y compris en France. Donc il faut imaginer que dans 18 mois, on sera en fait sur les premières zones d'expérimentation grand public en fait de la 5G. Donc pour nous, plutôt du débit, mais en fait pour tous les usages plus
sur les objets connectés, ainsi de suite, de la résilience et de la sécurité qui est embarquée en fait au niveau de la connectivité. Le deuxième tendance, vous allez voir, j'ai pris quelques photos, mais c'est bien sûr tout ce qui touchait en fait aux assistants personnels. Et au-delà de ça, c'est l'usage de la voix. Donc aujourd'hui, en fait, ça faisait quand même plusieurs années que je vous en parlais, mais aujourd'hui, il n'y a pas un stand où on n'interagit pas avec la voix, en fait, avec les devices, avec les systèmes d'information, y compris avec la voiture connectée, dont on reparlera en fait tout à l'heure. Donc du coup, nous, avec Linto, on est pile poil dans le secteur, et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal en fait, d'activités et de connexions et de contacts sur notre technologie. Le troisième, alors vous allez voir, en fait, on était vraiment pile poil. Le troisième, en fait, tendance, donc Gary Shapiro, en fait, qui est le patron du CES, était venu à Paris au mois d'octobre. Il avait dit que lui, en fait, la tendance en fait, du CES, ça serait tout ce qui touche autour de la résilience, de la sécurité et de la privacy en fait, des données. Donc ça s'est confirmé, et moi je peux vous dire qu'avec notre approche GAFAM-free, notre protection des données privées, c'est plus uniquement un sujet européen ou franco-français, c'est une tendance, y compris pour les visiteurs qu'on a eu en fait américains ou en fait des zones asiatiques. Tous ont ce sujet de la privacy, et c'est pour ça qu'en fait nous, on était encore une fois pile poil en fait dans le bon scénario, puisqu'on a développé, et vous allez voir aussi sur la couverture presse, ce sujet autour de la troisième voie numérique dont on vous a parlé avec Alexandre lors du dernier point collaborateur. Le quatrième tendance, c'est le véhicule en fait as a service, c'est-à-dire que aujourd'hui, et vous allez le voir juste après, la voiture autonome, elle est là, c'est prêt. Donc, s'il y a voiture autonome, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de conduire. Ça veut dire que le conducteur, en fait, il n'a pas forcément d'avoir une attention sur la route et sur les opérations de conduite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de tout le temps qu'on passe dans les voitures? Alors bien sûr, pour ceux qui font les allers-retours au travail, vous voyez très bien en fait à quoi je fais référence, les embouteillages du matin et ainsi de suite. Mais pensez aussi dans vos voyages en fait, quotidiens, quand vous allez l'été dans le sud de la France, vous avez 7 heures de voiture, il faut imaginer que maintenant, globalement, au rythme où ça va, dans moins de 10 ans, en fait, ces 7 heures, vous ne passerez pas derrière le volant, donc il faut occuper ce temps-là. Et donc, finalement, cette année, il y a eu tout plein de sociétés qui présentaient des expériences, des nouvelles expériences utilisateurs de la vie dans la voiture. Donc ça va être une vraie extension de la maison, une vraie extension du bureau. Et donc, certaines startups se projettent dans, effectivement, de vous mettre comme si vous étiez à la maison, dans votre salon, ou comme si vous étiez dans votre bureau, mais à l'intérieur de votre voiture. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu perçu l'année dernière, mais cette année, en fait, il y avait des dizaines en fait, de boîtes qui étaient dédiées à ça. Donc, la tendance véhicule as a service, ça devient en fait juste un moyen de mobilité parmi tant d'autres, comme on fait dans le TGV aujourd'hui, puisque dans le TGV, je pense que certains d'entre vous, avec le Wi-Fi et ainsi de suite, ça a changé notre expérience du voyage au sein, en fait, à l'intérieur du train. Il faut imaginer que ça va être la même chose, en fait, dans la voiture. Et enfin, le cinquième, qui était quelque chose d'un peu transverse, c'est tout ce qui touche, en fait, à la ville connectée, parce que, en fait, maintenant, tout est connecté. Les voitures sont connectées, les buildings sont connectés, l'éclairage il est connecté, les drones de transport demain en fait autonomes sont connectés. Bon, mais tout ça en fait il faut quand même des infrastructures. Donc même si j'ai parlé de la 5G en fait tout à l'heure comme réseau en fait de diffusion, il faut quand même qu'il y ait quand même quelques infrastructures au sol qui permettent d'accueillir tous ces systèmes. Et donc pareil, Smart City était un gros sujet en fait cette année au sein en fait du CES. Voilà, après. Suivant les articles, bien sûr, si vous allez plutôt dans les communautés domotiques, vous allez voir tout plein d'innovations et tout plein de tendances, mais globalement, si on essaie de regarder de façon la plus ouverte en fait, ce qui s'est passé au CES cette année, il y a ces 5 tendances. Alors et donc forcément, j'ai mis au centre de la planche là, I Love IA, parce que forcément, il n'y a pas un seul produit aujourd'hui, on ne parle pas d'IA dedans. Pour y revenir, ça sera, donc je vous invite, là j'en profite, jeudi à l'UDS en fait sur tout ce qui est big data, et alors on fera une petite on parlera aussi de machine learning et ainsi de suite, mais en fait on voit aujourd'hui que tout tourne autour de l'intelligence artificielle, on en a à toutes les sauces,
on verra que, j'espère, en fait, on aura la possibilité jeudi, en fait, de discuter, de savoir qu'est-ce qui est vraiment de l'IA ou pas de l'IA. C'est vraiment dommage. Bon, les photos, je les ai un peu compressées. Donc, je suis sur la planche numéro 3 ou 4, hein, pour ceux qui sont à distance, j'espère que vous suivez. Alors, Apple n'était pas présent cette année au CES. Ils n'avaient pas de produits essentiels à proposer, mais alors, donc en fait, ce qu'ils ont fait, il faut imaginer, alors une photo, vous la retrouverez sur Internet, si vous tapez Apple, CES, Privacy, vous allez tomber en fait sur la photo. Donc là, il faut imaginer que c'est un building, hein, donc au moins une vingtaine d'étages, et donc ça vous donne à peu près, vous le voyez ici, hein, donc à peu près, donc vous voyez, ça fait la taille en fait de la pub. Et donc Apple, c'était assez rigolo, hein, pour communiquer en fait sur le fait de la privacy, hein, c'est donc ils envoyaient un message directement en fait à Google, fait référence à cette phrase un peu mythique qu'on entend en fait pour Las Vegas, tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, et ils ont détourné en fait le message en disant tout ce qui se passe sur votre iPhone reste sur votre iPhone. Donc c'était en fait pour expliquer que globalement Apple, puisque leur modèle économique aujourd'hui n'est pas en fait trop centré en fait sur la revente des données publiques et des données privées, sont plutôt sur la commercialisation. Donc c'était en fait vraiment un message directement en fait adressé à Google. D'ailleurs, en fait, cette pub, elle était idéalement placée, puisque quand on voyait, vous verrez, en fait, j'ai fait une photo, je vous montrerai tout à l'heure, mais Google, en fait, avait un bâtiment à lui, dans le cadre du CES. Et dès que vous étiez dans la perspective, vous voyez, en fait, cette pub, donc c'était vraiment dirigé pour Google. Cette année, vous l'avez certainement vu en fait dans les publications, mais la représentation française était encore très importante. Elle l'était l'an dernier, elle l'a été encore plus en fait cette année. Donc sur un des pavillons qu'on appelle l'Oreca Park, qui est un peu l'endroit où il y a les startups, c'est là où l'Inagora expose, la première nation qui était représentée, c'était la France, devant les États-Unis et d'autres acteurs après. Donc effectivement, alors ne cherchez pas, on n'est pas sur la photo malheureusement, puisqu'on était ailleurs en fait à ce moment-là, mais il y a eu cette dynamique autour de la French Tech et puis de notre représentation qui était extrêmement importante. Et c'est vrai qu'au CES, on parle beaucoup français quand même. On voit beaucoup de gens de toutes les nationalités, mais il y a beaucoup de Français qui s'y retrouvent. Pour nous, c'est l'occasion de voir nos grands clients, parce que Total était présent, on a vu le Crédit Agricole, enfin on a vu toute une série d'acteurs, et donc qui viennent en fait aussi sourcer la technologie et l'innovation. Et c'est en fait un bon moment, donc en plus ils sont disponibles, on peut parler plus longuement en fait avec eux. Voilà, mais donc représentation française extrêmement importante. Notre stand, alors on avait une équipe de choc hein, cette année. Donc il y avait Julien qui était présent, Michael, bien sûr Alexandre, et puis donc on avait Sébastien en fait Drouin, hein, qui est un client historique de l'Inagora, un copain aussi, donc il nous est venu nous donner un petit coup de main en fait de temps en temps. Mais on a une super team et donc ça a plutôt super bien fonctionné durant les 5 jours, sachant que, bon vous le savez, Alexandre était un peu souffrant, donc il a fallu qu'on fasse, en tout cas sur le stand, sans lui, et puis donc on a réussi quand même à faire opérer nos sessions médias en fait ensemble. Mais voilà, mais donc ça a quand même plutôt bien fonctionné. Et par rapport à l'an dernier, ce qu'on a réussi à faire, c'est à se dégager une journée à peu près off pour que chacun puisse aller visiter en fait le salon. Parce que ce qu'on n'avait pas réussi à faire l'an dernier ça a été le rush. Donc cette année, un des avantages en fait d'avoir ce dispositif, on était 4,5, puisque en fait Sébastien en fait on n'était pas forcément avec nous, mais ça nous a donné la possibilité de visiter. Donc c'était super sympa. On avait un super emplacement, et puis forcément en termes de com et puis la façon dont on s'était organisé, ça a plutôt super bien fonctionné. Ce que vous avez en fait à droite de la planche, donc c'est un peu les contacts que nous avons fait, donc j'avais mis pour comparer à l'an dernier. Donc globalement, on fait un tout petit peu moins de contacts, mais je suis persuadé, moi en tout cas à titre personnel, que c'est beaucoup plus qualifié. Donc de toute façon, on voit aujourd'hui qu'on a eu beaucoup plus de contacts sur des leads ou des gens en fait qui étaient intéressés ou des clients, donc déjà des clients, le CEA qui est venu nous voir, hein, qui sont déjà clients sur d'autres offres et qui s'intéressent en fait aussi à l'utilisation en fait de la voix. Voilà, donc ça c'était quand même super sympa. J'espère que vous avez suivi nos tweets.
Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, en fait, parce que c'est quand même sympa de pouvoir aussi suivre l'actualité au travers, en fait, des tweets qu'ont fait Michael, Alexandre, et bien sûr moi, Julien aussi, maintenant, est sur Twitter. Au-delà du stand, on a eu une super couverture presse. Donc ça aussi, c'est un élément... On avait été pas mauvais l'an dernier, mais je pense que cette année, ça a été encore mieux. Moi, ça a commencé dans l'avion, puisque le journaliste du Point, en fait, Guillaume, qui avait fait l'article l'an dernier sur l'Into, me dit, bah tiens, regarde, j'ai poussé un article vous remettant en avant sur cette année. Donc avant même qu'on atterrisse en fait à Las Vegas, on était déjà en fait présent dans le Point, ce qui était quand même pas mal. Et puis on a enchaîné très rapidement avec un certain nombre d'interviews. On a fait donc les échos, et puis de toute façon, je vous ai mis l'URL en fait sur le site internet. Vous allez sur linagora.com et vous trouverez une page où on a mis en fait l'historique et le résumé en fait de toutes les interventions, que ce soit presse, radio et autres médias, puisque effectivement, alors j'ai pas tout mis sur les planches, mais on a eu l'occasion avec Alexandre de faire une télé française, moi j'ai fait une télé américaine, et puis un blog en fait américain, et puis aussi il y a eu l'émission en fait de France Info, auquel aussi on a participé. Donc globalement, c'est pas loin d'une... voilà, il y a 5 articles, un minimum en fait, donc des articles sur la presse papier. Je ne décompte pas tous les articles qu'il y a eu sur Internet, puisqu'il y en a eu pas mal non plus. Et puis aussi, donc effectivement, voilà, donc globalement une petite dizaine en fait d'interviews, que ce soit TV ou radio. Voilà, alors là, vous voyez en fait un peu l'ambiance. Donc il y avait des plateaux, autrement prise de parole en fait directement sur le salon. Et puis Alexandre avait réussi, entre deux coups de température, en fait, à pouvoir en fait, nous renforcer une en fait, interview que je vous recommande sur Acteur Public, où on explique, je crois, plutôt bien en fait, notre vision en termes de troisième voie numérique, mais pas uniquement d'un point de vue technologie, mais aussi d'un point de vue en fait, impact sur la société, comment ça doit se construire, souvent quel modèle économique. Donc, pareil, le lien en fait est sur notre site internet. Allez-y, parce que c'est un peu notre corpus en fait de fonctionnement. Donc, il faudrait que chacun en fait s'imprègne de ce discours-là. Alors, premier un peu waouh effect. Donc, il y avait la voiture autonome. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut savoir que pendant le CES, donc CES c'est la semaine où il y a le plus de monde à Las Vegas, où il y a le plus de circulation en termes de voitures, et puis tous les moyens de transport qui sont mis à disposition pour naviguer entre les différents points du salon. Et il faut savoir que Uber, Lyft proposait, en fait, au moment où vous souscriviez, où vous demandiez en fait un Uber, vous avez une petite page qui apparaissait, qui vous demandait tout simplement si vous autorisiez, si vous acceptiez en fait le fait d'être pris dans une voiture autonome. Et donc, si vous acceptiez, donc nous on ne l'a pas testé, on n'a pas eu l'occasion de le tester, mais bon, il y a eu pas mal d'articles en fait sur Internet qui ont relaté cette expérience. Et donc aujourd'hui, la voiture autonome dans un flux de circulation intense, aussi intense que celui du CES à Las Vegas, c'est possible. J'ai vérifié puisqu'on a eu le débat savoir s'il y avait chauffeur, pas chauffeur. Donc effectivement, la voiture, elle était autonome, mais il y avait quand même un personnel derrière le volant qui était là au cas où. Et ça a été, je pense, une super expérience pour Uber Lyft de récupérer tout plein de data pendant cette période-là, parce qu'effectivement, on le sait bien, si vous vous promenez à Las Vegas durant cette semaine, c'est beaucoup de monde. Donc en fait, beaucoup de passagers, beaucoup de piétons, et donc je pense qu'ils ont engrangé pas mal en fait d'informations. Alors nous, on n'a pas testé, parce que en fait, avec Michael, nous, on préfère les limous. Et donc, les limous, pour l'instant, en fait, elles ne sont pas encore autonomes. Voilà, donc, en fait, celle-ci, donc on est monté dedans pour de vrai, avec Michael. C'était le premier soir, on a dit, bon, on met les taquets et les curseurs très haut. Donc, à peine descendu de l'avion, on s'est fait plaisir. Moi, ça faisait des années, je n'avais jamais testé. Donc, on l'a fait, en fait, avec Michael. Voilà, bon, on n'était que tous les deux, je vous rassure, on n'était pas accompagnés. Si c'est enregistré, voilà, pour les dames, pour nos dames respectives. Mais voilà, donc nous on préfère les limos, quitte à ce qu'elles ne soient pas autonomes, quoi.
Deuxième un peu effet waouh, en fait des choses qui nous ont un peu marqué. Alors, ce qu'il faut que je vous dise, c'est vrai que on n'a pas réellement eu le temps de tout voir. Donc forcément, ne considérez pas ça comme objectif ou exhaustif, d'accord? Moi, j'ai essayé de noter 3 petites choses. Alors, est-ce que ça, quelqu'un sait ce que c'est? Un ordinateur quantique. Bon, ok. Donc effectivement, donc c'est l'ordinateur quantique. Donc IBM a présenté le Q1 en fait, hein, il s'appelle. Et donc je vous ai mis la photo. Alors c'est là pareil, je pense que la réduction d'image en fait c'est pixelisé, mais je pourrais vous les mettre. D'ailleurs je vais faire un dossier puis je vais vous partager sur l'InShare. Mais ce qui est assez impressionnant, alors bon ça fait 20 mètres cubes quand même. Donc là j'ai fait un zoom et vous verrez en fait c'est dans une cage de verre et ça fait 20 mètres cubes. Donc c'est en suspension, alors je pense que ça c'était pour l'effet un peu comment dire, présentation. Mais moi ce qui m'a marqué, parce qu'on a fait de l'électronique, enfin moi j'en ai fait jeune, Alexandre aussi, et quand on a regardé ce truc-là, on s'est dit mais attends, où est-ce qu'ils sont les transistors, où est-ce qu'ils sont les microprocesseurs? Et effectivement quand vous regardez le truc, bah, ça ressemble à pas grand-chose qu'on connaît aujourd'hui. Alors moi je ne suis pas un spécialiste en fait de l'informatique quantique, mais en fait, c'est assez impressionnant. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que IBM lors de la keynote d'IBM, qui présentait Q1, il disait que les applications n'arriveraient pas avant entre 10 et 15 ans. Donc, on a encore le temps. Mais c'est la première fois que le grand public pouvait regarder et voir en fait ce que c'était en fait un ordinateur quantique, quoi. Je vous ai mis un lien à la fin, vous verrez. Où vous trouverez, pour ceux qui s'intéressent à l'informatique quantique, toutes les références. Il y a un bouquin de 300 pages qui existe sur Internet, pour ceux que ça intéresse, vous trouverez toutes les informations sur le fonctionnement et sur un peu les usages qu'il pourrait avoir demain en fait, au travers de ces types de technologies. Bon, le troisième effet waouh, alors, c'est moins un effet waouh, parce qu'au fur et à mesure des années, on commence à s'habituer. Mais c'est vrai que cette année, en fait, si on reprenait les planches de l'an dernier, je vous avais montré en fait un tunnel d'écran, donc TLG, je crois d'ailleurs, c'était LG, il me semble, déjà. Donc un tunnel où on pouvait se promener, mais vous mettez 100 personnes en fait, dedans. C'est un énorme, en fait, c'est un grand tunnel. Mais l'an dernier, c'était des écrans, si vous voulez, des écrans classiques, donc plats, mais qui étaient mis comme une voûte. Et donc on avait l'impression que ça faisait une sorte de voûte bien arrondie. Cette année, ici, ce que vous avez, ce sont bien des écrans courbes. Pas pliables, courbes. Donc aujourd'hui, ça y est, cette technologie-là, en fait, elle existe, elle est présente. Et donc LG en faisait un nouveau tunnel. En fait, on pouvait se promener dans cet espace. Alors, vous voyez le nombre de personnes, hein, c'était très très grand. Hein, je pense qu'il y a peut-être au moins 100 personnes à chaque fois qui peuvent rentrer dans cet espace-là. Et donc... c'est des images en plus de mer avec des vagues, et donc forcément l'effet des vagues avec ces écrans en fait courbes, ça donnait en fait le sentiment vraiment d'être à l'intérieur en fait finalement de l'image. Voilà, bon après c'est assez joli, donc ça c'est nouveau, donc des écrans courbes. Par contre, pas d'écran pliable. Donc pour ceux, en fait, il y a eu beaucoup d'annonces, savoir est-ce qu'on verrait le premier en fait téléphone pliable en fait au CES. Soi-disant que dans petit comité, Samsung aurait montré en fait à quelques journalistes en fait ce device là en fait pliable, mais en tout cas il n'était pas exposé en fait au grand public, ou en tout cas nous on l'a pas vu, et dans les articles a priori ça n'a pas été identifié. Très certainement, puisque finalement le CES est en janvier, il y a quand même ce grand événement où on participe aussi, le Mobile World Congress, maintenant dans un mois, on y sera dans un mois jour pour jour. Très certainement que les annonces des constructeurs vont se faire ici. Voilà. Parce que si on est capable de faire des écrans courbes, le fait de les rendre pliables, en tout cas parce que ce qu'il faut imaginer, je pense que vous avez regardé un peu les vidéos sur Internet et puis les images qui ont un peu fuité. Alors c'est pas pliable comme une feuille de papier, hein, d'accord, mais je pense qu'on va voir ça assez maintenant très rapidement. En tout cas sur les premiers produits de présentation, après disponibilité grand public, je pense que ça prendra encore bien sûr quelques mois. Donc on n'a pas vu encore les téléphones pliables. L'autre aspect, peut-être, c'est... moi
Moi j'ai été assez surpris, alors je ne l'ai pas mis dans les Wahoo Effect parce qu'on s'est amusé avec Alexandre, avec ce téléphone, donc qui est le Mat Pro, Mat 20 Pro, qui... ce que vous avez ici, en fait, hein, vous savez, c'est ce téléphone où ils ont mis 3 optiques Leica, donc un peu la référence hein, depuis un certain nombre d'années Leica en fait sur tout ce qui est objectif pour les appareils photo pro, et donc ils ont réussi en fait à intégrer ces technologies-là en fait dans le téléphone. Bon, je peux vous garantir, on a fait joujou avec Alexandre à se prendre en photo, puis après à faire des zooms. C'est assez impressionnant. Et quand je vous disais qu'il y a de l'IA partout, c'est que maintenant, ce téléphone-là, en fait, il y a une IA. Et donc, par exemple, quand vous prenez une photo d'un personnage qui est sur un fond, donc on a toujours envie de un peu flouter pour mettre comment dire, en valeur le personnage. Ben, ça, c'est fait automatiquement par le téléphone. C'est assez impressionnant. En fait, Alex me prend en photo, se dit, putain, mais comment t'as fait? Et effectivement, le fond était flouté et vous avez en fait le personnage principal de la photo qui est vraiment mis en avant. Voilà, et donc avec un traitement de photo vraiment extraordinaire, quoi. En fait, on peut zoomer, je ne sais plus combien c'est de résolution, de pixels, mais tu l'as? Non, c'est le P20. Ah, c'est le P20 celui-là, ouais, d'accord. Bon. Pareil, 3 aussi aux objectifs, ouais, bah ouais. Bon, moi, ça m'a un peu marqué quand même. Donc, je ne l'ai pas mis dans la classe Wahoo Effect, mais dans ce qu'on a vu, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie avance technologique. Et c'est pour ça que je pense que ça remet en cause un peu la domination sur le marché d'Apple et de Samsung. Bon, déjà, vous avez vu, en fait, pile poil au moment du CES, il y avait l'explication, en fait, le fait que Apple perdait 30% en fait, de sa valeur en, fait, en bourse. Et ce matin, je ne sais pas si vous avez entendu l'information, mais comme par hasard, aux États-Unis, en fait, il y a une action juridique qui est lancée vis-à-vis en fait, de Huawei, justement sur l'espionnage, parce qu'en fait, on voit bien que ce mouvement de fond, la montée en puissance des opérateurs et de l'IT en fait asiatique, il devient critique, y compris pour les grands acteurs américains que nous connaissons. Donc cette troisième voie numérique, elle est encore une fois encore plus essentielle. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui encore, finalement, de la vague de, bien sûr, pas uniquement des Chinois, mais des Coréens, ainsi de suite, sur le marché de l'IT. Petite chose aussi qu'on avait vue l'an dernier, si vous reprenez les planches, je vous avais déjà montré en fait ces vidéoprojecteurs, vous savez, qui n'ont pas besoin de recul. Donc c'est un système que vous mettez au pied du mur. Et globalement, ça vous diffuse en fait une image directement sur votre écran avec pratiquement 50 cm de recul. L'an dernier, si on reprenait, c'était pas 4K, et je crois que la résolution, et puis la diagonale d'image, ça devait être 1,50 m à 2 m maximum. Bon ben voilà, en fait, évolution en l'espace de 12 mois. LG, là, je crois que c'est encore LG là, qui sort, voilà, c'est ça. Donc là, 4K, et puis sur des diagonales d'image en pratiquement 3 mètres. Et c'est vrai que quand on voit la qualité d'image, eh ben en fait, c'est quand même assez sympa et ça donne quelques perspectives pour ce que sera l'expérience cinéma qu'on aura dans les salons dans quelques années. Pas tout de suite, puisque ça, c'est quand même des devices qui coûtent relativement cher en fait encore aujourd'hui. Mais en fait, il faut, dans l'espace de 24 à 36 mois, c'est des choses qu'on verra dans les grands distributeurs, y compris en France. L'autre aspect qu'on a vu, pareil, si vous reprenez les planches, j'avais réussi à faire monter Alexandre l'an dernier, vous savez, sur une voiture, je ne sais pas si tu te souviens, là, une sorte de roadster rouge là, qui était assez sympa. Donc cette année, en fait, on a vu, vous savez que Harley Davidson avec LG, je ne sais plus quelle autre boîte, puisque c'est pas Harley Davidson qui la sort en direct, je crois, la moto. Mais donc on a vu la première moto, enfin pas la première moto électrique, mais la moto électrique de Harley Davidson. Et donc elle a quand même, moi je ne suis pas motard, mais a priori notre excellent testeur que vous voyez en fait à droite a trouvé que les sensations étaient plutôt pas mal. Et puis on passe de 50 miles à 75 miles en fait en l'espace d'une seconde. Donc c'est péchu quoi. Ça envoie des watts à tous les sens du terme, puisque effectivement ce sont des motos qui fonctionnent 100% électriques, donc on les recharge comme une Tesla, voilà. Bon, ceux qui sont des motards, vous rapprocherez d'Alexandre, il pourra vous dire, parce que moi je ne suis pas monté dessus, donc je ne peux pas vous dire la sensation, mais comment dire,
par exemple les frigos connectés et ainsi de suite, hein, parce qu'ils montraient en fait des choses un peu extravagantes, hein, qu'on n'aura pas forcément nous dans les maisons, mais qui sont capables eux déjà de mettre à disposition dans les bateaux. Donc voilà, donc nous on n'a pas pu le visiter parce que là aussi il y avait une queue de pas mal de monde, donc on a pris quelques photos. Je trouvais ça assez rigolo, on n'avait pas encore vu de yacht. Alors on a vu des moissonneuses-batteuses aussi, alors ça vous le savez en fait, hein, le monde agricole a fait partie un peu des précurseurs, hein, et donc toutes les machines en fait aujourd'hui, que ce soit les tracteurs, les machins, en fait il y a beaucoup d'électronique en fait embarquée. Et donc bon voilà, c'est toujours en fait un sujet, là, John Deere en fait présenter cette moissonneuse-batteuse et puis toutes les technologies en fait qu'ils intègrent. Voilà, et puis donc la fameuse société qui présentait, donc Furion, voilà, c'est ça, la société qui présentait le yacht, présentait aussi un camping-car. Alors c'est pas un camion, Optimus Prime, hein, c'est pas en fait le camion des Transformers, mais il a quand même un petit coup de, enfin en tout cas la calandre avant, j'ai l'impression que ça a été quand même un peu inspiré en fait d'Optimus Prime. Et ça on a eu l'occasion de le visiter en fait avec Alexandre, et je trouvais que c'était pas mal. Quand même l'intérieur, pour un camping-car, moi je veux bien me remettre au camping, quoi, dans ces conditions-là. Bon, c'est... On va aller faire le tour d'Australie, là. Voilà, pour faire effectivement l'Australie, je pense, ou le Grand Ouest américain, c'est pas mal quand même. Hein. Hein, téléconnecté, le frigo, enfin bon, vraiment des conditions enfin encore surtout la télé extérieure. ouais, voilà. Alors effectivement ici, effectivement là, je sais pas si vous voyez les 3 points, enfin les 4 points là, ce sont des enceintes. Donc c'est pour faire carrément la big party autour du barbecue. Voilà, ça a bien plu à Alexandre d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était un peu les extravagances. Alors bon, je vous ai donné quelques exemples, hein, mais il y avait forcément beaucoup de choses aussi qu'on pouvait voir. Donc, pour en savoir plus, la meilleure, une des sources qui est intéressante, c'est le blog en fait d'Olivier Ezrati, que certainement vous connaissez, Opinion Libre, et qui présente tous les ans, il fait donc ça fait maintenant je crois plus de 10 ans qu'il fait ça, sort le rapport du CES. Et il fait donc ça en français, et il fait un peu autorité hein, aujourd'hui. Donc, et Olivier, donc on le connaît bien, c'est maintenant, donc nous sommes dedans, donc il a bien répertorié, parce que le but de l'exercice, il essaie en fait de voir le maximum de choses sur place, il prend énormément de photos. Et donc le rapport, là, cette année, il est sorti, je crois, hier, il me semble, hein, parce que là, il y avait la préversion, donc j'avais communiqué sur la préversion, mais il est disponible depuis hier. Donc c'est un PDF, hein, il fait 450 pages. C'est gratuit, hein, vous pouvez le télécharger. Et là, en fait, il y a un index, alors vous pouvez regarder tout ce qui se passe dans le domaine des télés, tout ce qui se passe en fait dans le domaine des voitures, hein, c'est rangé par domaine. Et nous, si vous regardez les assistants personnels, tout ce qui touche à l'IA, vous retrouverez l'INTO. Page 17. Voilà, page 17 pour notre présence. Voilà, donc si vous voulez vraiment savoir plus en fait sur le CES, et puis c'est vraiment la bonne source en fait d'information. Et par ailleurs, je vous parlais d'informatique quantique. Donc Olivier, l'an dernier, a sorti en fait ce bouquin en fait sur l'informatique quantique. Donc vous le trouverez, vous allez sur son site web et vous pourrez télécharger pareil. Hein. Alors c'est quelqu'un voilà, qui aime bien documenter, qui va au fond des choses. Hein. Donc il faut s'accrocher sur l'informatique quantique. Moi j'ai téléchargé, c'est copieux. Mais au moins c'est là pour le coup c'est exhaustif. Et je crois, il me semble, alors tu vas me confirmer. C'est le cas. Voilà. On sera présent. Voilà, le 21 février. Donc l'Inagora en fait, organise en fait un événement pour ses grands clients, donc dans le cadre de l'Open Source Pro. Et on a demandé en fait à Olivier de nous faire une restitution. Et je crois qu'il a, voilà, il a accepté en fait, et donc il a confirmé sa participation. Donc on aura en fait son retour du CES en direct. Oui. Alors c'est plutôt ouvert à nos grands clients, Open Source Pro. Mais si certaines ou certains d'entre vous souhaitent y participer, sur demande, étant que ce n'est pas un nombre extravagant, vous êtes bien sûr les bienvenus. Voilà. Je le dis aussi pour les gens à distance, donc peut-être vous n'avez pas entendu Alexandre, mais voilà. Donc pour ceux qui souhaiteraient participer à Open Source Pro, demandez-nous, en fait on a quelques positions qu'on peut libérer pour que vous soyez en fait présents, puisque l'événement est d'abord en fait avant tout ouvert à nos clients. Je dois finir cette présentation par remercier l'ensemble en fait des équipes. Alors, il y a eu tous les gens qui ont travaillé avant, donc ça c'est plutôt les équipes en fait de recherche qui ont bossé en fait sur l'INTO. Donc
à Toulouse en particulier, Damien, Jean-Pierre et l'ensemble en fait des personnes qui ont construit en fait la deuxième version de Linto qu'on a présentée lors du CES. Et puis je dois aussi remercier en fait les gens de la com. Je ne sais pas si je les vois. Ouais, voilà, mais donc à la fois pour leur soutien en amont, hein, donc toute la préparation des plaquettes et ainsi de suite, et puis aussi sur tout le relais qui a été fait en temps réel sur les informations. Et cette année, ça a plutôt bien marché. On avait bien synchronisé les publications, c'était bien relayé. Donc ça, dans les plus, je crois que j'ai fait un petit BN6 derrière, mais il faudra renouveler en fait cette expérience et il faut certainement le préparer pour le Mobile World Congress de façon à ce qu'on ait cette même fluidité de communication. Donc merci à vous et donc les équipes hein, pour la préparation et sur le CES. Donc nous, on a pris déjà, on est un peu déjà en train de prendre date et faire le Save the Date pour l'an prochain. Donc ça aura lieu le CES 2020, le 2020, du 7 au 10 janvier. Donc très certainement, on y sera à nouveau en fait présent. Et puis voilà, moi j'ai un peu partagé, donc ça c'est plus pour nous en termes d'organisation, mais finalement cette année, comme je vous l'ai dit, la première chose, bon l'hôtel était super en fait, et en plus ce qui était bien c'est qu'on était tous au même endroit, donc je trouve que ça a permis de faciliter la coordination de nos travaux, et puis de l'organisation en fait sur place. Le vol direct, je vous ai dit, c'est quand même un vrai plus, hein, de faire 12 heures d'avion. Au moins une fois que vous êtes dans l'avion, vous atterrissez à Las Vegas, le voyage est fait. Voilà, donc ça évite de faire ces transferts parfois un peu stressants aux États-Unis. Le fait d'arriver 24 heures à l'avance, puisque l'an dernier, en fait, on est arrivé le soir et le lendemain matin, on avait commencé pratiquement dans la foulée. Ça, c'est un plus, puisque ça nous a permis quand même le lundi de prendre nos marques, de voir certains journalistes et puis de préparer en fait les démonstrations et le stand. Donc ça c'était quand même un plus. Et puis pareil, donc comme je vous l'ai dit, la couverture média, presse, c'est quand même été sympa et plus active en fait que l'an dernier. Ce qui a moins bien fonctionné, c'est que pourtant on avait essayé de prévoir le plan A, le plan B, le plan C, le plan D en fait pour s'assurer que les démos allaient fonctionner. Et malheureusement, on n'a pas réussi en fait, à faire des démos live pendant le salon. On a réussi à en faire la veille en fait, avec la journaliste en fait, des Échos. Et je pense savoir pourquoi. Donc, a priori, c'est sur la séquence de démarrage. Parce que ce que Damien me rappelait, c'est qu'il faut démarrer le Linto avant le PC. Et je crois qu'on démarrait systématiquement le PC avant le Linto. Je crois que c'est ça notre failure sur la séquence en fait, de démarrage en fait, de nos démos. Voilà. Toujours en fait en point d'amélioration, c'est la communication avant les events. Là, on s'y est pris un peu enfin, on était à l'heure, mais il ne fallait pas prendre beaucoup plus trop de retard, quoi. Et puis donc le sujet des fiches contacts, il faut qu'on essaie de voir comment on peut les améliorer parce que forcément on voit beaucoup de monde et donc ça, il y a, je pense, une petite réflexion à avoir en fait sur comment on peut fonctionner plus efficacement sur la prise des contacts pendant le salon. Voilà. Il nous reste quelques minutes pour peut-être soit certains qui auraient vu peut-être des choses que nous on n'aurait pas vues à travers des articles qu'on pourrait partager, ou je peux prendre en fait questions, remarques. Non? Oui? Pardon? Alors attends, parce qu'on va te donner un micro. J'ai dit une phrase de Poutine que je voudrais citer, qu'il avait dite à propos de l'IA, l'intelligence artificielle. Celui qui domine, pardon. Il faut que tu t'approches du micro. D'accord, ok. Celui qui domine l'intelligence artificielle dominera le monde. Alors là, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Je pense que ceux qui maîtrisent en fait les algorithmes sont effectivement demain des acteurs qui vont devenir incontournables. Et donc quand on parle de la troisième voie numérique, on ne parle pas uniquement en fait d'open source, mais on parle de cette maîtrise en fait finalement des algorithmes. Et c'est vrai que c'est assez surprenant aujourd'hui que l'ensemble, enfin une grande partie des acteurs qu'on peut rencontrer au CES, que ce soit les constructeurs auto, les fournisseurs de toute une série de devices, en fait, fassent et donnent la main en fait, directement soit en fait, à Amazon sur les algorithmes en fait, de reconnaissance vocaux ou à Google, en pensant qu'ils pourront garder leur marché. Moi je pense que, si tu veux mon avis, par exemple si je prends l'exemple des voitures, je pense que c'est plus simple pour Google de fabriquer une voiture
que de Renault de réinventer en fait tout le système du contrôle vocal qu'a Google et puis toute la concentration en fait, des données et la maîtrise des algorithmes. Donc ça c'est quelque chose où nous, effectivement, justement avec l'Into et puis tout ce qu'on porte au sein de la boîte, on est là pour créer en fait ces alternatives et puis de donner, redonner, parce qu'il ne faut pas que ce pouvoir de domination il reste entre les mains uniquement de ces grands acteurs en fait, américains ou des nouveaux entrants en fait, chinois. Quoi. Voilà. Michael, tu veux... Non, c'est bon pour toi? Bon. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation et puis je simplement vous rappeler nos prochains rendez-vous. Donc le premier, c'est l'intervention de Basile jeudi 12h30, je crois, sur l'UDS pour le Big Data, et on reparlera un peu d'intelligence artificielle, mais plutôt en fait du traitement de la data. Voilà. Merci à vous et bon après-midi.